Nous allons maintenant accueillir la poète Nathalie Coble qui sera accompagnée de Fabrice Bertrand qui est un musicien électro-acousticien. Nathalie, alors j'ai appris récemment que Nathalie avait été, pour les collègues de l'université Gustave Eiffel, avait enseigné chez nous quelques années. Et Nathalie enseigne la langue et la littérature médiévale qu'elle traduit. Les travaux qu'elle écrit de manière critique portent sur la notion de communauté, des communautés et la mémoire littéraire. Elle écrit aussi sur la traduction et la pratique de la poésie du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Elle a très récemment traduit des poèmes de femmes troubadours dans Trauberitz, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce, Femme de cour, Dame de cœur, qui est apparu donc en 2023, cette année, aux éditions des Femmes. Nathalie a publié Drôle de Valentine, la tradition poétique de la Saint-Valentin, qui est une anthologie de poèmes écrits à l'occasion de la Saint-Valentin, publiée à Genève par Hérolimite en 2016. Décaméré, des nouvelles de Boccace, publiées chez Macula en 2021. La Dame à la licorne et le Beau Chevalier, publié en 2021 chez Phébus. Et en collaboration avec Mireille Segui, Les Bretons, alors L-A-I-S, excusez-moi, je suis obligé de le dire, pour ne pas prêter à confusion et ne pas avoir d'ennui après, donc c'est L-A-I-S, Les Bretons, Marie de France et ses contemporains, ainsi que Jacques Roubaud médiéviste, publié chez Champion en 2018 et donc apparu aux éditions Nous en 2022, Extérieure Chambre. Nathalie Coble et Fabrice Bertrand. Bonsoir, vous m'entendez bien ? C'est assez intimidant d'être de ce côté puisque je viens depuis plusieurs années ici. Je voulais remercier Michael Woodworth et mes amis et complices de Double Change pour cette invitation. Alors oui, je vais lire des extraits d'Extérieure Chambre et puis de ce livre qui est en fait un livre audio. J'en profite pour remercier Dominique Raymond qui n'est pas là et qui m'a prêté sa merveilleuse voix pour redonner vie aux Trauberitz. Elles ont beaucoup de chance. et pour remercier donc mon ami Fabrice Bertrand qui m'a prêté ses oreilles, son jeu et ses machines musicales. Vous allez en avoir un petit aperçu. Ça n'est, je crois, qu'un début. Alors, comme j'ai l'honneur d'être en marge d'un colloque qui a parlé aujourd'hui de Christine de Pisan, qui s'est même ouvert sur Christine de Pisan, eh bien, je vais ventriloquer sa voix, puisque j'ai un texte qui ventriloque Christine de Pisan dans ce livre, qui s'appelle Passe-Rose. Donc, Christine examine sa conscience au mi-temps de sa vie. Elle écrit qu'elle a rêvé, qu'elle écrivait. Dans son rêve, elle volait. Portée par des vents d'hiver, elle pénètre dans une région ténébreuse, un monde flottant. Elle s'y retrouve face à un homme absolument gigantesque. Face claire et sanguine, yeux lumineux, corps phosphorescent. Les étoiles s'accrochent à ses cheveux et son corps. Ce corps, qui est traversé par deux conduits, aspire et rejette tout et paraît affecté, vivant. À ses côtés, une femme affairée entourée de moules à gaufres qu'elle remplit de miel, de fiel, de plumes et de plomb et met à cuire dans la gueule de l'autre, sans relâche. Christine voit soudain son propre esprit enfourné dans la gueule brûlante. Démoulée, elle a le corps d'une enfant. On lui administre des liqueurs douces et suaves qui lui donnent vigueur et force de bientôt se lever. Elle grandit, vite. Puis elle marche, traversant forêts profondes, montagnes hautes,
lande sauvage et bruyante rivière. Pour une personne si petite, l'espace paraît comme infini dans le voyage. Elle atteint la ville qu'elle appelle la seconde Athènes, Paris. Elle est éblouie par tout ce qui l'entoure, change de langue. Là, une autre femme, portant couronne, lui demande d'être sa secrétaire. L'arbre d'or, lui dit-elle, a été détruit, mais nombreux sont ceux qui ont replanté et greffé ses rameaux de par le monde. Il ombrage tous les jardins qu'il abrite en secret. Viens. Je vous vends la passerose. La feuille tremblante. Du pré d'amour vous vend l'usage. Je vous vends la fleur de lis. Du rosier la feuille. La tourterelle. Le cerf-volant. La harpe et la lyre. Les gants de laine. La rose amatie. Le pont qui se hausse. Le panier d'osier. L'oiselet en cage. Le verre chapelet. La claire fontaine. Le cœur de lion. La coudre qui ploie. L'annelé d'orphin. Le songe amoureux. L'espée de guerre. La fleur d'ancolie. La branche d'olive. La fleur d'ortie. Le diamant. La marjolaine. La feuille de houx. La blonde tresse. Le soupir parfum. Le blanc oreiller. Du blanc pain vous vend l'ami. Je vous vends la rose d'Artois. Je ne vends, ne donne les yeux. Mais je vous veuille donner d'amour, la prison. La fleur mi-partie. L'escrinet tout plein. Échangeons. Joueuse suis, et j'ai grave souci. C'est mon mari, dont je n'ai nul désir. Je vais vous dire pourquoi je suis soucieuse. Joueuse suis. Parce que je suis toute jeune et joyeuse. Joueuse suis. Et je devrais avoir un gai mari, avec lequel toujours jouer et rire. Joueuse suis. Dieu me protège d'en tomber amoureuse. Joueuse suis. Car de l'aimer, je ne suis pas pressée. Joueuse suis. Quand je le vois, je me sens si honteuse que je prie mort de venir l'achever. Joueuse suis. Mais sur un point, je me suis accordée. Joueuse suis. Car mon ami, son amour m'a donné. Joueuse suis. Et bel espoir auquel m'abandonner. Et je soupire d'en être séparée. Joueuse suis. Je vous dirai ce que j'ai décidé. Joueuse suis. Si mon ami m'a si longtemps aimée, joueuse suis, à lui sera mon amour accordé. Et bel espoir que j'aime et je désire. Joueuse suis. J'ai composé cette danse enjouée, joueuse suis, et prie à tous que bien loin soit chantée, et que la chante toute dame éclairée sur mon ami que j'aime et je désire. Tibore était une dame de Provence. Elle venait d'un château à Blacas appelé Cyrano. Elle était courtoise et cultivée,
pleine de grâce et de sagesse. Elle savait l'art de composer. Elle était amoureuse et amour la comblait. Dans la région, tous les hommes de valeur la tenaient en haute estime, toutes les dames l'écoutaient et la respectaient. Elle a fait ses vers, adressés à l'homme qu'elle aimait. Mon doux ami. Vers tus años, ventros convertir que en profundo, yo este es decir, los recuerdos, los pres por final, ni en profundo, yo no estaré, vers tus años, plus souvent nos vezes. Ni en profunds azons que non cantes, ni en profunds si vous n'avez silences, que hagues joy, troque vos estournes, ni anque. Mon doux ami, je peux vraiment vous dire que nul instant je ne fus sans désir depuis le jour où je vous ai aimé. Qu'un seul instant je n'ai cessé d'avoir, mon doux ami, envie de vous revoir. Qu'à nul instant je n'eus de repentir et que jamais, si vous partiez fâché, je n'ai eu joie avant votre retour. Jamais. Ça s'appelle Flèche. Face à un mur, ne bouge pas, regarde. C'est un miroir, un petit rien va se poser, ombre flottante, une feuille de papier, où l'oiseau du dedans, sur sa perche indécise, vient de souffler la voix. Dans le brouillard, les vides se détachent, en abstraction, de tout petit format. Suis bien la flèche contre la solitude. À son retour, Achille sait ce qu'il veut. De tout ce blanc, équilibriste né. Carpe diem. Une frontière qui souvent surgit dans le noir d'une cheminée de salon fait rage. Alors la couleur, comme un train à vapeur, pourtant sous horloge, muré au hasard de la pente. À la place d'un amant furtif, aujourd'hui elle eut pour convive un moineau, 12 secondes, et la main d'un homme, le temps d'une cigarette. How is it far, if you think of it? C'est l'histoire d'un Anglais. Il était amoureux et discret. La femme qu'il aimait en silence depuis plusieurs années travaillait avec lui, à portée de ses mains. Bien entendu, en amour, rares sont les secrets que l'on garde toujours. Un jour d'hiver, dans un parc, il croisa son regard et perdit ses moyens. Il ne tenait plus sur ses jambes. Elle le crut malade, se précipita pour l'aider. Il prétendit qu'il avait le cœur fragile et parfois des malaises, des palpitations. En guise de preuve, il lui mit la main sur son cœur, qui battait la chamade. C'était le moment ou jamais. Il parla de son cœur, lui dit qu'il voulait sauter dans sa main à elle, qu'il serrait à tout rompre, qu'il n'en pouvait plus, ne pouvait rien y faire.
Ça ne passait pas, ça ne passerait pas. Le cœur dans la bouche. Pour lui, elle n'éprouvait rien de pareil, et il ne sut que dire. Elle voulut retirer fermement la main, mais il serrait si fort que le gant qu'elle portait, un gant de daim bleu pâle, resta fixé à sa poitrine. Mal à l'aise, elle le laissa là, quitta le jardin. Les Anglais sont excentriques. Depuis, il porta le gant sur sa veste en guise de boutonnière et resta toute sa vie célibataire. S'il avait eu plus que le gant, il serait mort de joie peut-être, comme jadis le poète Geoffrey Rudel, dont les déclarations étaient irrésistibles, à distance et comptées. Celui-là n'est pas très facile à lire. Bon, ça s'appelle Le Moulin. Je vais essayer de faire des gestes, mais il me faudrait de la musique. Dans le pays, on le surnommait le Bourronnier. Teint frais, force musculaire, beaux yeux, noir chapeau à rebord habit-blanc. Le meunier d'un moulin à vent surveillait avec un intérêt spécial toutes les variations du ciel. On pourrait comparer sa conversation à un tableau découpé. Il hante mon esprit, s'agrippe à mon cœur, il se tient entre vous et moi. Pendant que je parle, c'est un moulin, le moulin à eau. Un jeune homme coupe des joncs dans la rivière qui court. Tout ce qui croupit dans la mort est absent. Une vue qui ne s'éloigne jamais des chemins où il vient ramasser ses sujets, le bas des haies en marge du monde, de son temps, peindre une histoire de ses affections, une levée de souvenirs à partir de rien. Et sur une feuille blanche, une esquisse à la plume avec des ailes d'écluse, argentée, ventilée, délicieuse. 3. À l'eau. Carrage. En raison de la saison et de la grande décomposition de la végétation, un halo humide rend à toute heure perpétuellement les ombres très bleues. 4. Bleu. Coup d'œil sur la baie, d'un bleu Portland. Au loin, un très vieux frêne se balance. Le lieu attire les martins pêcheurs et les bécasses. Les gens de Weymouth, poitrine rembourrée, visage vide, viennent ici tirer au fusil. 5. Rappelez-vous, les lumières et les ombres ne sont jamais immobiles. Pas 2 jours semblables, ni même 2 heures. Ciel, ciel. 6. Que salubre est le vent. Elle. Il me tarde d'aller avec vous au rempart et de suivre avec vous les ombres fuyantes sur la plaine. Nous pourrons alors sentir le vent vivement souffler sur nos visages. Lui. Votre bras fermement prisonnier du mien, j'ai maintenant devant moi un sentier marqué. J'ai le désir de le suivre, sans interruption. Mais nous pourrions avoir une très mauvaise idée du bonheur. Ce qu'il faudrait, c'est que ce qui est vigoureux de près ne soit pas sombre à distance. Selon Michelet, les études microscopiques spécialement veulent des qualités « Il faut se faire un peu femme, dit-il,
pour y réussir. Une complète liberté d'heure pour pouvoir répéter indéfiniment les mêmes observations hors du monde. Les phalènes ont une double trompe sous les poils de leur tête. Elles sont vigoureuses. Lorsqu'on les examine, la fine poussière forme des plumes. Tigré, le corps est velu, comme d'un ours. Pieds et cornes. Pour sucer les fleurs, un tuyau replié. Elles ne volent que la nuit et vivent longtemps. Avec un microscope qui couvre leurs ailes, comme celle des poules, les poils, jusque sur les yeux, sont d'une grande beauté. C'est une citation. J'ai presque payé ces insectes de ma vie. Anna Maria Sibylla Merian. Dès sa jeunesse, Anna Maria Sibylla s'est occupée à l'examen des insectes, en commençant par les vers à soie. Ayant ensuite remarqué que les plus beaux papillons, tant ceux qui volent le jour que ceux qui ne volent que la nuit, sortaient des chenilles, elle ramassa toutes celles qu'elle trouva pour en étudier les transformations. Pour faire mes observations avec plus d'exactitude, j'abandonnais toutes sortes de compagnies, disait-elle. Sa collection est tombée entre les mains de quelques curieux. Ils l'exhortèrent à donner au public les observations qu'elle avait faites sur les insectes, pour la satisfaction des physiciens. Elle se laissa aller à leurs conseils et publia 2 volumes, après les avoir gravés elle-même. Puis passa en Hollande. En Hollande, elle ne vit rien de plus curieux que les différents insectes que l'on rapporte des 2 Indes, surtout lorsqu'elle eut la permission de voir le cabinet du directeur de la Compagnie des Indes orientales. Elle vit aussi le curieux cabinet d'un célèbre docteur en médecine, professeur en anatomie et en botanique, ainsi que plusieurs autres. Elle y a trouvé une quantité d'innombrables insectes dont on ne connaissait alors ni l'origine ni la génération. Cela la détermina à entreprendre le long voyage du Suriname, en Amérique, pays chaud et humide d'où les personnes dont on vient de parler avaient reçu la plus grande partie de leurs insectes. Elle passa la mer en juin, à l'âge de 52 ans, en compagnie de sa fille aînée. Elle resta dans ce pays-là pendant 2 ans pour avoir le temps de faire ses remarques avec soin, puis rentra en Hollande. Sur les lieux, elle a peint soigneusement en parchemin 72 planches de grandeur naturelle, ainsi qu'on peut les voir chez elle, avec ses insectes secs. Le climat était d'une chaleur qui ne convenait pas à son tempérament. Elle fut obligée de revenir dans le pays plutôt qu'elle ne l'avait résolu. À son retour, quelques curieux à qui elle fit voir ses dessins la pressèrent de les faire imprimer et de les publier. Les dépenses qu'il me fallait faire pour cela me firent d'abord suspendre l'exécution de ce dessin. Elle surmonta la difficulté. Elle a représenté tous ces insectes sur les plantes, les fleurs et les fruits dont ils se nourrissent. Il y a ajouté des remarques sur la génération des araignées, des fourmis, des serpents, des lézards, des crapauds et des grenouilles, dessinées d'après nature. J'en ai aussi recueilli quelque chose du récit que m'ont fait les Indiens. Elle aurait pu étendre ses descriptions, mais comme on est aujourd'hui très délicat et les savants ne se trouvant pas d'accord sur ces sujets, elle s'en est tenue simplement à ce qu'elle a observé, se contentant de donner matière aux réflexions des autres. Chez Mademoiselle de S. Je trouvai en me promenant dans la campagne plusieurs arbres de gomme.
Je trouvai sur un de ces arbres une grande chenille rayée de vert et de noir, et je l'ai nourrie avec les feuilles de l'arbre jusqu'à la fin avril. Elle fit là un cocon couleur de bois dans lequel elle se renferma et se changea en nymphe. Le vert s'était changé en rouge aussitôt qu'elle eut acquis sa juste grandeur. Je vais vous lire un avant-dernier poème qui est inédit et que j'ai écrit à mon père, qui adorait les mathématiques et le nombre d'or. C'est un fil, invisible et subtil. Un fil très finement attaché, de matière si élastique qu'à l'infini, il s'étend, quelle que soit la distance, sans nul risque de rompre, et n'est perçu que de celles et ceux qu'il touche de l'intérieur et relie en souplesse et douceur. Lorsqu'on ne peut se parler de bouche, il est alors instantanément conducteur de pensées, images et souvenirs, paroles. Et comme la lumière traversant un vitrail, ces ondes viennent frapper la paroi solaire du cœur, sans bruit ni bruit, pour l'enluminer de visions électriques, vermeil, vert, bleu, blanc, cobalt, qui éclatent et chassent aussitôt les soucis, brouillard, balayé dans l'ombre, et comme par magie, propose à qui a le loisir de se pencher sur ces reflets dansants, tout un monde, mobile perpétuel d'une clarté apaisante. Et quand l'œil s'habitue au rythme des couleurs, en son centre, apparaît un étrange portrait en diffraction de soi, en miroir dans l'autre, tendre, aimant, indélébile, au fond du cœur. Le dernier poème s'appelle Ronde. Les heures sombrant chez les maîtres du temps, sombres ou pâles, défiant les courants, les heures, les fuites horizontales, blanches, du temps, lignes, s'enchevêtrant dans le ciel sombre ou pâle, compteront seuls au sol brisé, les heures sombrant, discontinues, opaques, sombres, les fuites, les heures, dans les vers, etc. Discontinue, ligne, les fuites, les heures sombrant, chez les maîtres du temps, au sol brisé, les heures, défiant les courants, sombres, blanches, les courants, s'enchevêtrant dans les vers, compteront seuls, etc. Ronde. Les heures sombrant chez les maîtres du temps,
chanteront seuls les fuites horizontales. Dans le ciel, blanche, défiant les courants, les heures sombrant, lignes au sol brisé, s'enchevêtrant, discontinu dans les vers sombres, opaques, etc.